Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité. L'Espagne va continuer de soutenir le développement de la Côte d'Ivoire. 333 milliards de francs CFA, c'est le volume des échanges en 2018. Les deux pays s'engagent à renforcer cette coopération. Le vice-président Daniel Cablan-Duncan était à la 527e fête nationale d'Espagne célébrée vendredi dernier à Abidjan. Les fortes pluies de ces derniers jours font des victimes et dégâts matériels. Les sinistrés d'Ayamé et Grand Bassam reçoivent la compassion du gouvernement et d'une ONG, des dons en vivres et non-vivres pour les réconforter, le tout d'une valeur de 16 millions de francs CFA. Les populations saluent cet élan de solidarité. Et puis le premier résultat donne Kais Saied largement vainqueur de la présidentielle en Tunisie. L'universitaire a pris la parole devant ses partisans dans un hôtel au centre de Tunis. L'État va se construire sur la base de la confiance, rassure le nouveau président. Fête nationale, l'Espagne marque l'événement. L'ambassade en Côte d'Ivoire a célébré vendredi dernier cette date importante. Le vice-président Daniel Cablan-Duncan a pris part à la cérémonie. Le pays a réaffirmé son engagement à soutenir la Côte d'Ivoire dans sa politique de développement. Mahama Traoré. L'établissement des relations diplomatiques entre la République de Côte d'Ivoire et le Royaume d'Espagne remonte au 27 avril 1964. 55 ans après, les relations entre les deux pays sont au beau fixe, avec à la clé de nombreux projets de développement. Nous avons cette année approuvé les projets qui doivent se mettre en marche incessamment dans le cadre de notre programme bilatéral de désendettement à hauteur de 34 milliards de francs CFA, dirigés donc vers les investissements sociaux, en particulier dans les secteurs de l'accès à l'eau et l'électrification, pour commencer dans la commune d'Abobo. Nous avons avancé des propositions additionnelles de financement concessionnel pour la lutte contre les effets de l'érosion côtière à hauteur de 28 milliards de francs CFA. Le gouvernement ivoirien a approuvé la construction d'un centre de formation en énergie renouvelable avec financement espagnol pour un montant total de 6,5 milliards de francs CFA. Cette année, le Royaume d'Espagne célèbre sa 527e fête nationale. Le vice-président Daniel Cablan-Duncan a assisté à la commémoration de l'événement à la résidence de l'ambassadeur d'Espagne en Côte d'Ivoire. En fonction depuis le 13 novembre 2018, Ricardo López Aranda entend œuvrer à l'accroissement des relations économiques. En 2018, les échanges globaux entre les deux pays s'élevaient à hauteur de 333 milliards de francs CFA. Des échanges qui devraient être boostés avec le statut de partenaire privilégié dont bénéficie la Côte d'Ivoire dans la stratégie Afrique adoptée par le gouvernement espagnol en mars 2019. Avec un tel statut, l'Espagne promet des appuis multiformes à la Côte d'Ivoire, dont un soutien pour l'organisation de l'élection présidentielle de 2020. Puis vendredi, l'alerte orange est activée jusqu'à ce dimanche. Les fortes pluies de ces jours ont fait des dégâts matériels. Malheureusement, on enregistre surtout des pertes en vie humaine. Une réunion de crise s'est tenue à la préfecture d'Abidjan. Le ministre de la Sécurité et tous les acteurs impliqués font le point. Les populations invitées à quitter les zones à risque. Grâce Kando. Réunion de toutes les parties prenantes en charge de la gestion des situations d'urgence liées aux catastrophes à la préfecture d'Abidjan. Objectif, faire l'état des lieux des dernières pluies qui se sont abattues sur le district d'Abidjan et à l'intérieur du pays et envisager les actions à mener en vue de mieux protéger les populations. Nous demandons aux populations d'être très prudentes, d'écouter les messages lancés par les différentes autorités. Le gouvernement a instruit toutes les structures en charge de la gestion des catastrophes naturelles, de mener des actions sur terrain. Donc on demande d'être prudent, quitter les zones à risque. Ne vous aventurez pas vers les eaux de ruissellement, vers le caniveau, en saison de pluie ou lorsque la pluviométrie est importante. Cette rencontre a été le lieu pour les responsables de la Sodexam d'annoncer les prochaines prévisions météorologiques. La calmie commencera à partir de lundi-mardi, avec quelques pluies intermittentes à l'intérieur, mais on n'aura pas la même situation qu'on a vécue. Mais il pourra y avoir un pic à partir du mercredi. Pour sa part, le gouvernement a mis en place une plateforme nationale de réduction des risques de catastrophes. Tout est mis en œuvre présentement pour que le maximum puisse être fait afin de secourir ceux qui sont peut-être piégés
à des endroits qui ne sont pas accessibles. Des dispositions ont été prises afin d'améliorer les performances de nos infrastructures et du système en général. Donc il faudrait que les populations soient rassurées. Comme vous venez de le constater, le PC Crise est en marche. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général Bagondo Diomandé, lance un appel à la vigilance et demande aux populations d'observer les alertes de la météorologie. Justement, il faut donc respecter toutes ces consignes. En plus d'Abidjan, la pluie a fait des victimes à Yamé et Grand Bassam, c'est dans la région du Sud Comoé. Elles ont reçu la compassion du gouvernement et d'une ONG, des dons en vivres et non-vivres offerts aux sinistrés, des gestes d'une valeur totale de 16 millions de francs CFA. Salim Atoudia. C'est un gouvernement compatissant et solidaire qui vient assister la centaine de familles sinistrées de la région du Sud Comoé, suite aux fortes pluies tombées du 4 au 6 octobre. La ville d'Ayamé, qui a enregistré la mort d'un homme de 26 ans emporté par les eaux et 119 familles sinistrées, a reçu du ministère de la Solidarité des dons en nature et en espèces d'une valeur de 6 millions de francs CFA. La ministre Maria Tokone était représentée par le ministre de la Santé, Eugenia Kaawoli, venu lui aussi apporter son soutien. Un lot important de vivres et non-vivres a constitué donc ce don évalué à 6 millions de francs CFA, dont 500 000 francs en espèces pour les parents de la victime. Nous avons fait également un geste au nom du conseil régional en remettant quelques pagnes, surtout aux femmes, mais également une somme de 2 millions pour venir en aide aux familles en difficulté. Cet élan de solidarité de la part du gouvernement et aussi de l'ONG bénévole de premiers secours qui a offert des kits alimentaires est allé droit dans les cœurs. Je voudrais dire sincèrement merci à son Excellence, M. Alassane Ouattara, à Madame la ministre de la Solidarité, au ministre de la Santé qui se sont manifestés. Ce geste nous va droit au cœur. Après Ayamé, le cap a été mis sur la ville de Grand Bassam qui a également reçu des vivres et non-vivres d'une valeur de 9 millions de francs CFA. Madame le ministre entend manifester la solidarité et la compassion du gouvernement de Côte d'Ivoire à toutes les populations. Je dis bien toutes les populations, sans exception, qui malheureusement ont été touchées par les inondations. En vue de prévenir d'éventuels dégâts, les populations sont invitées à la vigilance et au strict respect des consignes de sécurité prescrites par l'ONPC. L'ONPC, l'Office national de la protection civile. Et voici une initiative pour des temps plus cléments à l'école. Depuis 2011, il est instauré une journée de prière. Elle est dite dans différentes confessions religieuses. L'ensemble des acteurs du système éducatif ivoirien prient pour une année paisible. L'édition 2019 tenue en présence de la ministre de l'Éducation nationale, Godefroy Kambawa. Des fidèles peu ordinaires à l'église Saint-François-Xavier dans la commune d'Abobo. Des élèves venus des communes du district d'Abidjan pour prier pour une bonne année scolaire et recevoir également les conseils et bénédictions. Je suis venue dans cette église aujourd'hui pour que la paix du Seigneur soit avec moi et tous mes camarades, pour que l'année scolaire se passe bien. Le père célébrant a invité les élèves à privilégier les études et dans la discipline. Il a aussi demandé aux enseignants de mettre Dieu au centre de leurs actions pour une école de qualité. À l'église des Assemblées de Dieu du quartier Kennedy, les tout-petits ont prié également pour l'année scolaire. Même rituel à la mosquée Sanogo, où les élèves sont instruits sur le respect à l'égard des enseignants. Nous savons que nous, seuls, nous ne pouvons pas faire grand-chose. Et il faut bâtir. Mais pour bâtir et réussir, il faut bâtir sur le roc. Et c'est pour cela que Madame le ministre nous a instruit à l'effet que nous organisions ces journées de prière pour soutenir l'école. Pour la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, cette journée de prière est la manifestation des acteurs de faire de cette année scolaire une réussite. Chaque année, ils organisent des prières dans toutes les mosquées de Côte d'Ivoire, dans toutes les églises de Côte d'Ivoire, dans tous les temples de Côte d'Ivoire, au bénéfice des acteurs du système éducatif. Nous demandons au Tout-Puissant de continuer de mettre sa main sur l'école ivoirienne
sur notre pays et de faire en sorte que l'école qui a démarré dans de bonnes conditions depuis le 9 septembre s'achève le 31 juillet 2020 dans de bonnes conditions. C'est depuis 2011 et en début d'année scolaire que cette journée de prière est initiée au profit des acteurs du système éducatif. Elle se déroule dans toutes les localités de la Côte d'Ivoire. Dans l'actualité politique, c'est l'heure de la mobilisation. Au RHDP, le parti entend investir le terrain avec un projet fédérateur. Un séminaire vient de prendre fin à Yamoussoukro. Les coordonnateurs régionaux et associés ont reçu leur feuille de route dans la capitale politique, Kader Sogodogo. Yamoussoukro, le séminaire des coordonnateurs régionaux et associés du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, s'est terminé. Il consacre la fin de la récréation. Pour la direction exécutive du RHDP, l'heure de la bataille sur le terrain politique a sonné. L'union sacrée chez les oufouettistes, le moment de se serrer les coudes, car octobre 2020 approche à grands pas. Le RHDP sort de ce séminaire plus fort que jamais, plus conquérant que jamais, avec pour seul objectif d'offrir aux Ivoiriens une politique, un projet de société devant permettre ainsi à chacune et à chacun des Ivoiriens de pouvoir bénéficier du programme du gouvernement, mais surtout de connaître le bonheur permanent. À l'issue du séminaire, les coordonnateurs régionaux et associés du RHDP ont reçu leur feuille de route. Être plus proche des militants, être à leur écoute et les mettre en ordre de bataille, un impératif. Combien sont-ils au RHDP? Cela se saura bientôt avec le e-militant, priorité au recensement. Le e-militant, qui est un outil informatique développé par les experts du RHDP et qui pourra permettre à chaque militant, où qu'il se trouve, de pouvoir s'inscrire en ligne à partir de son portable ou à partir d'un ordinateur. Cette innovation permet de se rapprocher du militant et permet aux militants de se rapprocher du sommet de la direction. Parce que cette innovation ne s'arrête pas qu'à l'inscription, mais elle permettra d'instaurer un forum d'écoute à travers donc la fenêtre RHDP. Le lancement du e-militant, l'inscription en ligne le 2 novembre au Palais de la Culture. Deux temps forts du séminaire de Yamoussoukro. La volonté de la chefferie de voir sortir sur les terres natales de Félix Houphouët-Boigny le siège du RHDP et enfin cette gerbe de fleurs déposée dans le caveau au pied de Félix Houphouët-Boigny. Les participants au séminaire se disent désormais outillés pour investir le terrain. Ils s'expriment ici au micro de Kader Sogodogo. Ce séminaire-là a répondu, si ce n'est la totalité de nos attentes, mais une grande partie des attentes en tant que coordinateur. Nous repartons très satisfaits parce que nous repartons avec une feuille de route, une feuille des coordinateurs régionaux que nous sommes pour aller sensibiliser nos militants sur ce que doit être le RHDP dans les mois et jusqu'en octobre 2020. Nous sortons de ce séminaire très enrichi de ce que la direction exécutive veut nous accompagner tant au plan structurel mais qu'organisationnel. Donc ils nous ont donné les rudiments pour aller animer le parti à la base. Totalement satisfait, en ce sens que ce séminaire nous a permis de nous mettre à niveau avec la communication des différentes commissions. Je pense qu'en tant que coordinateur régional, nous partons outillés et à même de pouvoir impacter positivement nos différents terrains. Le RHDP qui se veut ce parti de paix et de développement, une politique qui guide le nouveau conseil municipal de Sanguiné, une commune dans l'ouest du pays. Le maire Dion Rémy, officiellement investi, c'était en présence de Jeannot Oussoukwadio, le président du Sénat, les populations invitées à préserver la paix pour développer leur localité. FW. Mobilisation des grands jours à Sanguiné
commune de près de 26 000 âmes située dans la région du Tokbi. Venues des coins et recoins de la cité, ces populations sont là pour confier officiellement leur destin à Dion Rémy, élu RHDP. Il est installé par Jano Aoussou Kouadio, président du Sénat. Un an après son élection, quelques actions sont visibles, entre autres la réhabilitation du centre de santé urbain de Sanguiné, le lancement des travaux de construction des centres culturels de plusieurs villages. Il entend poursuivre ses actions de développement dans les domaines du renforcement de la fourniture électrique de la commune en vue de favoriser l'installation des opérateurs économiques, l'équipement du centre de santé urbain de Sanguiné, le reprofilage de la route Ouagadougou-Plaisant-les-Deux d'une distance de 17 km. Le président du Sénat, parrain de cette cérémonie d'investiture, rassure son filleul du soutien de la grande famille du RHDP. Vous aviez formulé des doléances, notamment l'extension de l'électricité, le reprofilage des routes. Mais comme vous êtes au RHDP, et que qui dit RHDP dit développement, considérez que nous allons ensemble vous aider à bâtir le nouveau Sanguiné. Bâtir le nouveau Sanguiné, une ambition possible que dans un climat apaisé. Les populations ont donc été invitées à préserver la paix et la cohésion sociale. Justement, c'est dans la paix et la cohésion qu'arrive le développement. Yamoussoukro bénéficie de 45 km de route. Le président Alassane Ouattara a même lancé les travaux de rénovation de la voirie. C'était le 18 septembre dernier. 32 milliards de francs CFA d'investissement. Le ministre de l'Équipement veut s'assurer de la qualité des travaux. Amédée Kouakou était sur le terrain. Il a donné les dernières orientations aux équipes techniques. Le point avec Léon Brou. Curage de caniveaux et autres ouvrages d'assainissement, terrassement de route. Ici, c'est Yamoussoukro. Les travaux de réhabilitation de la voirie lancés par le président Alassane Ouattara le 18 septembre dernier ont effectivement démarré. Chez les populations, c'est déjà la renaissance de leur ville. Quand on parle du développement, on parle de la voirie. Avec l'arrivée du président Alassane Ouattara, je pense que c'est un éclat pour la population de Yamoussoukro. Sur le terrain, pour constater l'effectivité des travaux, le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédée Kouakou, passe en revue les ouvrages d'assainissement, les grosses œuvres et les emprises des voies. Question de préparer les riverains à leur déguerpissement, mais surtout donner aux techniciens les consignes de qualité et de célérité des travaux. Nous avons demandé que toutes ces emprises-là soient libérées, de sorte que le circuit de découlement des eaux soit rétabli, de sorte que la voirie de Yamoussoukro puisse résister. 32 milliards 500 millions de francs CFA, l'investissement consenti par l'État dans la réhabilitation de la voirie de Yamoussoukro. Les travaux portent sur environ 45 km de route et vont durer 12 mois à compter du 18 septembre 2019. On va se rendre cette fois dans le nord de la Côte d'Ivoire. L'ancien site de la Sodefel Affaires qui est désormais occupé par un nouveau partenaire. Capsicum va produire du vivrier. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobena Kwasi Adjoumani, a visité les 350 hectares. Ce projet s'étend sur 4 ans, 1,2 milliard de francs CFA d'investissement. On en parle avec Camille Sissoko. Adjoumani Kwasi Kobena sur le terrain dans le Tchologo. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural visite Capsicum dans le département de Ferké. Cette société a repris l'ancien complexe de la Société de développement des fruits et légumes Sodefel qui produisait de la tomate dans les années 80. Le nouveau complexe agro-pastoral envisagé par Capsicum s'articule autour de 4 activités. La production intensive de céréales, de maraîchers et du vivrier, le fonctionnement et la transformation des produits vivriers ainsi que la production de plantes aromatiques pour l'industrie pharmaceutique et la parfumerie. Pommes de terre, oignons, piments. C'est basé sur une analyse précise des besoins de la Côte d'Ivoire parce que l'accord cadre qu'on a signé stipule que 70% de la production doit être destinée au marché local. Cap ensuite sur les parcelles d'exploitation pour constater la phase pratique de ce projet. Les activités de cette structure ont démarré seulement cette année après la signature d'un accord cadre en avril dernier avec le gouvernement pour l'exploitation de ce site de 350 hectares.
on leur apporte un tronc financement et on leur garantit la commercialisation grâce à des contrats commerciaux signés par anticipation. 850 personnes sont directement impactées par ce projet qui s'étend sur 4 ans avec un investissement d'1,2 milliard de francs CFA. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural s'est dit satisfait du travail accompli. Grâce à l'ouverture faite par le président de la République, laquelle ouverture permet à des opérateurs économiques de venir s'associer à des Ivoiriens, nous avons un résultat patent. C'est ce qui doit être vulgarisé. En partance pour faire qu'après le lancement des travaux de réhabilitation du barrage de Solomoro dans le Poro, le ministre Adjoumani Kwasi Kobena a effectué plusieurs haltes pour saluer les efforts des agriculteurs. Et les efforts du monde agricole, justement, reconnus, les agriculteurs doivent avoir un revenu décent. C'est l'engagement de l'Organisation internationale du cacao. Le directeur général exécutif de l'ICCO était l'invité de Hamza Diaby dans le magazine du dimanche. Dans cet extrait, Michel Arion donne plus de détails. Le grand défi, c'est ce qu'on appelle la durabilité, mais déclinée à la fois au niveau économique, au niveau environnemental, au niveau social. Et moi, je commence toujours par la durabilité économique, parce que je pense que c'est ça qui fait vraiment le nerf de la guerre, c'est le revenu des producteurs. Je pense que c'est là, et c'est d'ailleurs la priorité principale de notre organisation, c'est de faire en sorte que les producteurs aient un revenu, je ne dirais même pas décent, plus que décent, hein, un revenu suffisant pour les sortir de la pauvreté, pour leur permettre d'entretenir leur famille et leur petite entreprise. La durabilité économique est la première, la durabilité environnementale est la deuxième. On ne résoudra pas, je pense, la durabilité environnementale sans résoudre aussi ou s'attaquer à la durabilité économique. Même si nous recommandons à l'ensemble de nos membres d'adopter des plans nationaux de développement du cacao, ceux-ci doivent s'inscrire dans un cadre plus global de développement rural, comme vous l'indiquez, et de durabilité environnementale. Quand je parle par exemple du revenu des producteurs, nous voulons dire le revenu net moins les coûts. Si un producteur doit payer la terre, doit payer les engrais, doit payer les autres intrants agricoles, s'il doit payer plus cher le taxi-brousse qui va l'amener de sa plantation au village ou du village au centre du marché, il est évident que tous ces aspects de développement économique et des infrastructures de base sont importants. Et on parle aussi d'un événement important à Daloa. Il s'agit de l'union entre les peuples, une initiative de Nizako Antoine, un cadre de la région, par ailleurs coordonnateur régional du mouvement Génération Gagnante. Il multiplie les initiatives pour promouvoir le vivre ensemble, un tournoi de football pour rassembler davantage autour des valeurs de paix et de cohésion. Beaucoup Clément. Allégresse totale à Mimian, à quelques encablures d'Issia, pour l'accueil d'Antoine Nizako. Le coordonnateur du mouvement Génération Gagnante dans le Haut-Sassandra y est pour parrainer une finale de football. Sur le terrain, 2 équipes sont aux prises, Niembois et Mimian. Au bout de plus de 90 minutes de jeu, les 2 formations se tiennent en échec. 0 but partout. La coupe ne revient à aucune d'elles du fait de l'insuffisance du temps. Une autre rencontre de football est programmée à une date ultérieure. Après Mimia, le cap est mis sur Zakwa, village situé à 5 km de Daloa. Ici, les localités de Wandagué et Tapégué s'affrontent. Le village de Tapégué l'emporte par 2-1, au grand bonheur des populations, heureuses de la tenue de ce rendez-vous sportif dans leur localité. Nous ne participerons même pas dans cette coupe. Mais grâce à M. Nizako, cette finale a son apothéose à Zakwa. On est resté orphelin. Nizako Antoine, qui est un homme de développement, est venu nous égayer. Pour le coordonnateur régional de Génération Gagnante, l'heure est à l'union entre les filles et fils du Haut-Sassandra à travers le sport. C'est cette convivialité dans le développement. Partout, on peut gagner. C'est pour ça que Génération Gagnante peut donner sa pierre dans l'édifice de la Côte d'Ivoire qui se veut émergente aussi par le sport. D'autres rencontres sportives sont prévues dans le Haut-Sassandra à l'initiative d'Antoine Nizako, coordonnateur régional de Génération Gagnante, un mouvement politique qui a pour but d'impulser le développement dans toutes les régions du pays.
L'actualité en sport, c'est aussi cette belle victoire des éléphants face aux léopards de la RDC. Un match amical disputé ce dimanche après-midi en France. Les pachydermes se rassurent à moins d'un mois des éliminatoires de la CAN 2021. Les buts ivoiriens sont l'œuvre de Wilfried Canon, Nicolas Pepe et Wilfried Zaha à quelques secondes de la fin de la partie. On en arrive au tour du monde en information. Nous verrons ce qui a marqué l'actualité toute cette semaine. Le 7 sur 7, c'est avec Ahmed Traoré et Franck Wadio. Syrie, le président turc Recep Tayyip Erdogan a affirmé ce lundi 7 octobre qu'une offensive turque pourrait être lancée à tout moment dans le nord de la Syrie après l'annonce de Washington de ne pas s'opposer à une telle opération contre une milice kurde. Donald Trump a justifié la décision des États-Unis de retirer leurs soldats de la Syrie en expliquant qu'ils voulaient laisser aux protagonistes le soin de résoudre eux-mêmes la situation. Emmanuel Macron a demandé ce mardi 8 octobre aux Français de faire bloc et promis un combat sans relâche face au terrorisme islamiste. Et cela lors de l'hommage aux 4 fonctionnaires tués 5 jours plus tôt dans l'attaque de la préfecture de police à Paris. Le président français a affirmé que les institutions seules ne suffiront pas à venir à bout du terrorisme. Les Nations Unies doivent donc s'unir pour agir, a-t-il ajouté. Le candidat à la présidence tunisienne Nabil Karoui a été libéré ce mercredi 9 octobre. Ce novice en politique avait été arrêté en août avant le premier tour de l'élection présidentielle pour blanchiment d'argent et fraude fiscale. Il a estimé qu'il est détenu pour des motifs politiques. L'autre candidat, Kais Saied, avait suspendu sa campagne pour respecter une certaine égalité des chances avec son adversaire. Ce jeudi 10 octobre à Lyon, Fonds mondial de lutte contre le sida, le paludisme et la tuberculose, le président Emmanuel Macron annonce que son pays sera au rendez-vous avec une augmentation de 15% de sa contribution sur les 3 prochaines années, soit 1,242 milliards de dollars. Sa contribution actuelle s'élève à 1,8 milliard de dollars. La France reste le deuxième contributeur du fonds après les États-Unis. Abiy Ahmed a été récompensé ce vendredi 11 octobre par le prix Nobel de la paix. La présidente du comité Nobel norvégien a salué son travail pour la résolution du conflit frontalier avec l'Érythrée. Élu en mars 2018 au poste de Premier ministre, cet ancien militaire s'est distingué en libérant certains prisonniers politiques, en levant l'état d'urgence et en faisant davantage respecter la liberté de la presse. La principale organisation indigène d'Équateur a accepté ce samedi 12 octobre de dialoguer avec le président Lénine Moreno. Ce dernier a décrété un couvre-feu à Quito face aux violences au 11e jour d'une crise sociale sans précédent provoquée par des réformes économiques en échange d'un prêt du FMI, Fonds monétaire international. Ils sont 7 millions d'électeurs tunisiens appelés aux urnes ce dimanche 13 octobre, et ce pour élire leur président lors du second tour de l'élection présidentielle, élection qui oppose Nabil Karoui, libéré de prison 4 jours avant le scrutin, et Raïs Sayed, professeur de droit. L'un des deux deviendra le deuxième président démocratiquement élu au suffrage universel de l'histoire de la Tunisie. Et on apprend ce soir même, les premiers résultats donnent Kais Saied largement vainqueur de la présidentielle en Tunisie. Peu après l'annonce de sa victoire, l'universitaire a pris la parole devant ses partisans. L'État va se construire sur la base de la confiance, rassure le nouveau président. Et puis ici en Côte d'Ivoire, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a quitté Abidjan pour une mission qui le mènera successivement à Tokyo au Japon et à Sochi en Russie. À Tokyo, le chef de l'État prendra part du 20 au 23 octobre 2019 à la cérémonie d'intronisation du nouvel empereur du Japon, le prince héritier Naruhito. Le prince Naruhito est officiellement devenu le 1er mai 2019 le 126e empereur du Japon. Au lendemain de l'abdication de son père, l'empereur Akihito, le président de la République se rendra ensuite à Sochi en Russie où il participera du 23 au 26 octobre 2019 au premier sommet Russie-Afrique consacré à la paix, à la sécurité et au développement. Ce sommet destiné à
rechercher les voies et moyens de renforcer la coopération bilatérale entre la Russie et le continent africain dans les domaines politiques, économiques et culturels. Abordera également les défis actuels du monde et les questions régionales. En marge du sommet, le chef de l'État prendra part au premier forum économique Russie-Afrique et aura des entretiens avec ses homologues et plusieurs personnalités. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Demain, retrouvez Marine Cognan. Bonsoir.